vous vouliez rebondir, demander, réagir. Quelques questions? Oui, j'ai une question. Vous disiez que vous avez créé cette fresque, mais est-ce que c'est un groupe? Vous l'avez créé toute seule? Vous êtes partie de choses existantes? Comment ça s'est passé? Vous êtes qui d'abord? Ça me permet de savoir avec qui je suis. Bonjour, Frédéric Laporte, je suis cigalier, je représente le club Cigal là, et voilà. Ok. Alors, derrière la fresque de la transition éco, il y a qui? L'histoire est jolie, hein. L'histoire c'est que moi en 2019 j'ai dit j'aimerais bien faire une fresque de la transition éco. Et puis je suis toute seule donc je sais que ça va pas marcher. Lors d'un collectif dont fait partie Didier avec des accompagnateurs en Occitanie, on s'est dit tiens on a envie de s'engager bénévolement pour développer la logique. Ça restait encore un petit peu Occitanie. Et il y a eu un changement de président au sein de l'Institut de l'économie de la fonctionnalité. Et avec le nouveau président en mois d'avril, l'année dernière, on s'est dit on va lui donner une ampleur nationale. Et l'ADEME a été partant pour soutenir le projet de diffusion. Et donc le collectif qui a créé la fresque de la transition économique, c'est un collectif qui est composé donc, de l'Institut de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui porte cette question de la transition économique en France, soutenu par l'ADEME en tant que partenaire financier et partenaire diffuseur, adossé au laboratoire de recherche en économie de la fonctionnalité qui s'appelle Athémis, avec Christian Duterte, qui est le pape de l'économie de la fonctionnalité, qui contribue à écrire la justesse de ces cartes et on les travaille comme un travail d'orfèvre, avec Sandro de Gasparo, qui est aussi chercheur chez Athémis. On travaille avec, au-delà des chercheurs, avec des gens comme moi, dont le métier c'est d'être dans le territoire et de faire un travail de vulgarisation et d'acculturation pour qu'ils soient au service du message que l'on porte. Donc il y a le Club Noé, qui est le club historique en économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui a 12 ans d'expérience, et puis il y a nous. On travaille avec des accompagnateurs, donc c'est le métier d'aider les organisations à le faire. Et puis on l'a fait en partenariat avec des réseaux, Impact France et le CJD, qui sont des réseaux de chefs d'entreprise qui s'intéressent à la question de l'impact. Je crois que j'ai oublié personne. Le travail collectif de longue haleine. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est un objet en soi de coopération. C'est vraiment un objet en soi de coopération qui est extrêmement intéressant. On est sur la question du modèle de revenu en ce moment. Parce que l'outil n'est pas encore officiellement sorti, hein, il sort officiellement dans quelques semaines pour les universités de l'économie de la fonctionnalité. Et donc on se pose des questions sur le modèle de revenu. Enfin, c'est vraiment un objet de coopération à proprement parler. C'est vraiment passionnant de vivre ça. Il y a un côté poupée russe dans le truc. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux autres intervenants, non? Je suis un peu désolé, qui je suis Dominique Gilbon, je fais partie du collectif La Maison à Ramonville, donc une sorte de tiers-lieu on a occupé, c'était la maison d'économie sociale et solidaire avant que les gens se projettent sur le périscope, on ne va pas faire l'histoire, mais on a l'intention de créer un pilote d'économie circulaire. Et depuis un moment, ce terme d'économie circulaire n'apparaît pas dans nos discussions, dans les présentations. La transition économique, oui, mais ce terme qui est un terme inscrit dans les lois, au moins dans 2 lois, je dirais, est-ce que vous le rejetez comme quelque chose ou bien est-ce qu'on n'en parle pas parce qu'on oublie d'en parler? Alors, le pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, on va en parler en tout cas. Donc, si il y a un consensus au niveau porté par l'ADEME qui explique que les piliers de l'économie circulaire reposent sur 7 piliers, réemploi, réparation, réutilisation, et notamment l'éco-conception. Donc, c'est comment est-ce qu'on est dans des logiques d'optimisation de ressources, l'écologie industrielle territoriale sur des approches de mutualisation, berceau-berceau, comment aider chez les uns sur des ressources pour les autres, ou comment est-ce qu'on peut mutualiser des ressources pour que ça serve à plusieurs, et des logiques d'économie de la fonctionnalité de la coopération, qui est le référentiel de pensée à partir duquel je parle. Ça, c'est la pensée massive qui se développe en France, comme j'ai eu l'habitude de le dire. L'économie de la fonctionnalité, souvent, du coup, il y a l'idée de dire, en fait, comme si on opposait les choses et qu'il fallait faire un truc entre l'un, l'autre, oh putain, c'est schizo, quoi. La logique, en fait, à partir de laquelle moi je pars en économie de la fonctionnalité, c'est qu'à un moment donné, on se pose la question de la sobriété des ressources. Donc le réemploi, la réutilisation, l'éco-conception, ouais, c'est génial, bien sûr.
Donc là, on est sur des logiques d'optimisation de la ressource matérielle dont on a parlé ce matin. Et donc, en économie de la fonctionnalité, on promeut cette dimension-là. Mais on va au-delà, parce que si on continue à faire ça, on a toujours on corrèle toujours le chiffre d'affaires avec la mobilisation de la matière. Globalement, mon chiffre d'affaires croît si je vends plus de produits ou de services. Et en économie de la fonctionnalité, on vit ce qu'on appelle l'effet ciseau, c'est qu'on est dans une logique de décroissance de sobriété matérielle, compensée par la création de valeur par les ressources immatérielles, donc les ressources humaines ou le service pour faire simple, mais c'est plus complexe que ça. Et de se dire, en fait, parce qu'on arrive à décorréler, on peut véritablement faire ce saut systémique de sobriété qui est possible. Alors, ça passe par quoi? Ça passe par l'écologie industrielle territoriale, quand elle commence à parler écosystème coopératif, quand elle commence à se demander sur des logiques de mutualisation, des façons d'aller vers la sobriété. Puis il y a un cran d'après qui est la question de la location. Comment est-ce que finalement je vais mettre à disposition une machine qui va être éco-conçue, qui va faire moins de maintenance, etc. Donc on commence à imbriquer la question du modèle économique avec la question de l'éco-conception, par exemple. Et puis il y a le cran d'après, qui est que finalement Xerox a toujours un intérêt économique à ce qu'on imprime des quantités de papier. Et l'économie de la fonctionnalité de la coopération va s'intéresser aux usages et faire en sorte qu'on imprime le moins possible de papier et qu'on ait un intérêt économique en tant qu'entreprise à ce que ce travail de prévention qu'on ait fait soit rémunéré pour ça. Et tu vois, c'est différentes étapes pour aller sur un chemin de transition environnementale dont fait partie la grande famille de l'économie circulaire. Il y a une phrase de l'économie circulaire qui est très intéressante d'ailleurs, qui est plutôt avec une approche basée sur la gestion des flux matières et qui ne parle pas de la question de la compensation, peu de la question de la compensation par la création de valeur sur les ressources immatérielles et de la décorrélation dont je parle en économie de la fonctionnalité et qui est vraiment au cœur des sujets de la transition économique. C'est marrant parce que je parle de ce que je connais, c'est-à-dire plus l'économie sociale en Amérique latine et notamment en Argentine. Et l'économie circulaire en Argentine est très décriée parce qu'il y a tout alors, depuis l'Amérique latine, donc depuis une perspective décoloniale aussi, l'économie circulaire ne passe à côté du débat absolument nécessaire qu'on a sur quels sont nos besoins. Oui. C'est-à-dire qu'elle prétend, en tout cas dans cette vision critique, hein, je ne dis pas que je suis forcément d'accord, mais c'est pour apporter aussi au débat, qu'elle prétend continuer à fabriquer les mêmes biens à partir d'autres ressources, alors que toute l'économie sociale et solidaire en Amérique latine, c'est aussi beaucoup basé sur quels sont nos besoins. Donc on va rediscuter de quoi on a besoin pour vivre et pourquoi on a cette illusion d'avoir besoin de beaucoup de biens, beaucoup trop de biens. Elle peut aussi donner cette impression de déculpabiliser en disant c'est pas grave si je jette entre guillemets à la ressourcerie parce que ce sera réutilisé. Et dans des logiques où au moment où je passe à la ressourcerie, je peux faire un petit tour, puis je trouve un truc sympa, je le prends. Et peut-être j'en ai vraiment pas besoin en fait. Et donc c'est poussé dans une extrême qui est, je trouve, assez dure pour le travail extraordinaire que font les ressourceries. Donc il faut tempérer ces propos-là qui sont un peu genre il y a des méchants et des gentils. Enfin, c'est pas le cas. Hein. Mais effectivement, dans une certaine mesure, poussé à l'extrême, dans une approche de modélisation, il est nécessaire de poser la question des réutilisations. Et si on prend l'exemple de la ressourcerie, aujourd'hui, les ressourceries ont une question au modèle économique qui est comment est-ce qu'elles peuvent avoir un intérêt à faire un travail de prévention. Je discutais récemment avec une dame de l'ADEME qui s'invectivait en disant les ressourceries ne font pas leur job de prévention. Ok, mais elles sont payées pour ça. Elles ont trouvé leur modèle de revenu pour faire ça. Bah non. Tu crois quoi? À un moment donné, si elles n'ont pas trouvé leur modèle de revenu, elles peuvent avoir un élan d'eux, une conviction politique, mais si ça ne se soutient pas par l'économie, c'est pas des bisounours, les mecs. Il faut tous qui payent les salaires à la fin du mois, quoi. Pardon, je vais venir un peu, mais... Mais c'est tout à fait légitime. Je suis d'accord, on n'est pas des bisounours. Enfin, on vit dans un monde sur lequel on a besoin de ressources monétaires pour pouvoir vivre, donc pas que, mais entre autres. Et justement, il faut reparler d'argent. Et donc la question de comment est-ce qu'on arrive à trouver une façon de pérenniser par le prisme du modèle économique. Alors, j'ai pas la réponse, hein,
Mais je sais que j'ai les questions. Et l'économie de la fonctionnalité, c'est pas une boîte à réponse, mais au moins une boîte à questions. Puis on pose des questions et ensemble, on chemine. L'économie de la fonctionnalité, elle est dans l'économie circulaire pour nous, si vous voulez. C'est effectivement une manière de traiter le déchet, de ne pas en faire. Oui. Ça, ça fait partie de la Bible, je dirais, des principes. En fait, c'est toute une question de pensée, c'est comment je pense. Quelle est la définition qu'on met derrière le mot? Donc, dedans, dehors, je crois qu'on s'en fout un peu. C'est la circularité par rapport à la linéarité. C'est-à-dire qu'en gros, on combat une économie linéaire qui va dans le mur, alors qu'effectivement, une économie humaine serait une économie qui se base sur le fonctionnement de la nature par cycle, qui se recycle elle-même au niveau des besoins qu'elle peut avoir. Et qui C'est consomme une juste le philosophie nécessaire. comme une autre. Du coup, j'intégrerai qui consomme juste les nécessaires dans une question d'utile et de fonctionnement des besoins. Elodie, il y avait donc une intervention, deux interventions, et il y avait Pascal aussi. René, tu veux y aller? Moi, je vais faire une intervention complètement décalée. Très bien. Comme tu l'es, en fait. Je voudrais réhabiliter les bisounours. Ah, vas-y, aide-moi. Parce que moi, je préfère être un bisounours qu'une tête à claque. Et que vous voyez, tout ça, c'est un peu comme, vous savez, on appelle ça un système de domination. Tu vois, dans le bisounours, changer la vie, on est dans le bisounours. non, mais c'est vachement important parce qu'on souffre de manque de bisounours. C'est vrai. Vous comprenez ça, que c'est important? Dans notre société, on valorise les têtes à claque. Tu vois, il faut être droit, il faut être fort, il faut être assertif, il ne faut pas déconner. Mais putain, les bisounours, s'il n'y en a pas, il n'y a plus d'humanité. Tu vois, c'est comme l'économie alternative. Moi, je ne suis pas dans l'économie alternative, je suis un putain de bisounours dans l'économie réelle. Ouais. Et je vous emmerde. Il faut se battre pour réhabiliter les gens gentils. Tu vois, les bénévolat, vouloir le bien. Et arrêter à chaque fois de considérer que les gens gentils, c'est des merdes. Merde, c'est pas des merdes les gens gentils. Vous avez vu ce qu'ils font les gens méchants? Merde, un petit peu de respect pour les gens gentils. Ok? Voilà. C'est pas c'est important. Les mots, c'est une architecture invisible. Hein. Les femmes, les hommes, tu vois, tous ces trucs-là, c'est des machins qui nous tuent, quoi. Hein. Et donc, il faut faire gaffe. Voilà. Moi, je dis pas les gens gentils. Je les aime, les gens gentils. Une dernière peut-être intervention de Pascal? Oui, pour faire écho un peu à ce que vient de dire Fred, en fait, si j'ai un problème avec l'économie de la fonctionnalité de la coopération, il n'est pas très important, mais c'est que c'est de l'économie. Et alors, ce qui me pose plus de problème, c'est de dire, si l'économie ne change pas, le reste ne changera pas. Alors, on présuppose effectivement une influence de l'économie sur le reste, mais on ignore le reste sur l'économie. Alors là, moi, en tant que systémicien et m'intéressant à la complexité, j'ai un peu de mal. Et pour faire écho à ce que disait justement Frédéric, le bisounours, le fait de se moquer des bisounours, en fait, c'est pas un homo economicus, le bisounours. C'est ça qu'on lui reproche. Et justement, si on veut penser un peu plus en complexité, il faut qu'on sorte du tropisme homo economicus, qui ne me semble pas être totalement épuré ou on n'a pas abdiqué dans l'économie de la fonctionnalité. Bref, on est dans le compromis. Hein. Bon, voilà, en gros, les petites réflexions que ça me suscite. C'est tous les débats qu'on avait avec Christian à Terra, en disant que l'économie de la fonctionnalité de coopération, c'est un super outil. Et comme dit mon ami Patrick, attention, parce que quand on fait d'un bâton de marche un bâton magique, ça devient un bâton merdeux. Voilà. Et donc, l'économie de la fonctionnalité, c'est le pont qui tend vers quelque chose d'autre, mais ce quelque chose d'autre, ça ne peut pas être l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Ça peut être quelque chose de plus vaste qui inclut les bisounours. Les gens qui ne veulent pas monétiser leur putain de vie. C'est quand même incroyable qu'aujourd'hui, un être humain, ça ne peut être qu'un type qui produit pour un collectif. Ça, c'est la vision marxiste. Hein. Si tu ne travailles pas, tu n'existes pas. Je suis désolé. Marx, en fait, il considère l'homme comme une prothèse à une production. Mais merde, on est des humanistes, nous. Nous, on veut que l'être humain, il soit considéré
au-delà de cette production, de cette utilité sociale. Il y a plein de gens aujourd'hui qui n'ont pas envie de monétiser leur vie. Et alors on fait quoi? Ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas, ils peuvent fournir plein de richesses. Mais voilà, l'économie, c'est une activité, oikos, au service des humains et de la nature. Ok, très bien. Point final. Et puis il y en a plein d'autres. Et pourquoi aujourd'hui, toutes ces autres activités, elles ne sont pas visibles? Elles ne sont pas visibles justement parce qu'on monétise tout. Et tout ce qui n'est pas monétisé, c'est du caca. La terre, elle ne se fait pas payer, on la détruit. Il y a des humains qui sont capables de travailler 7 heures par jour dans une usine à foutre des boulots. C'est des connards, il faut les insérer. Purée, mais c'est quoi cette société de merde? Vous avez envie de ça? J'ai pas envie de ça. Donc je suis complètement d'accord avec ça. Mais quand même, l'économie à fond, c'est quand même bien. C'est pas le métamodèle, c'est un truc qui sert. Un outil de transition. Super. Je pense qu'on va clôturer peut-être le débat si vous êtes d'accord. Merci à tous et à toutes. On se retrouve là, on va avoir donc un déjeuner avec un traiteur local et solidaire qui s'appelle les petites Eva. Et après le déjeuner, on aura donc la remise des prix du Flash Lab et une autre table ronde à partir de 14h30 à laquelle on vous attend tous avec impatience. Merci beaucoup.